Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike, Aïdas la chain, said Evalabra. Chapitre 1 Écho du passé. La pluie frappait violemment les fenêtres du petit bureau de Camille Laroche à Montmartre, créant un rythme monotone qui correspondait au poids de l'atmosphère à Paris. Camille, assise à son bureau, regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. La ville semblait se rétrécir sous le manteau gris de la pluie, les rues reflétant la douce lueur des lampadaires. Bien que ce soit une scène familière, quelque chose n'allait pas cette nuit-là. Il y avait un malaise croissant en elle, depuis que la disparition de Louis Dubois, un étudiant prometteur de la Sorbonne, était arrivée entre ses mains. C'était la 3e disparition en 2 ans. Au départ, les autorités avaient traité les cas comme des incidents isolés. Mais Camille, avec son expérience des enquêtes complexes, savait qu'elle était confrontée à quelque chose de plus grand. Il y avait un schéma, un fil invisible reliant les événements, et elle sentait qu'elle se rapprochait de plus en plus de le dévoiler. La dernière pièce de ce sombre puzzle est apparue ce matin-là, lorsque le corps de Claude Mercier, professeur à l'université, a été retrouvé sur les rives de la Seine. Officiellement, il s'agissait d'une noyade accidentelle, mais Camille ne croyait pas aux coïncidences. Mercier avait été le dernier à voir Louis avant sa disparition, et maintenant, il était mort. Au milieu du bruit de la pluie et du tic-tac de l'ancienne horloge sur le mur, Camille ouvrit le dossier qu'elle avait rassemblé sur Mercier. Elle connaissait le professeur depuis longtemps, un universitaire respecté qui, à première vue, ne semblait pas être le genre de personne à être impliqué dans quelque chose de sinistre. Mais il y avait des rumeurs, des murmures sur une société secrète à l'université appelée Les Miroirs. Camille avait entendu parler de cette société lors d'enquêtes précédentes, toujours entourée de mystères et de paranoïa. Son esprit revint aux premières disparitions. Alice Dupont et Hugo Deschamps, 2 étudiants brillants, avaient disparu sans laisser de traces. Les 2 avaient des liens avec les membres les plus élitistes de la Sorbonne, et les témoins affirmaient qu'ils avaient commencé à se comporter étrangement peu de temps avant leur disparition. Louis semblait suivre le même schéma. Étudiant en sciences cognitives, il était connu pour sa curiosité intellectuelle et sa participation active à des groupes d'études avancées, y compris le cercle restreint de ceux qui avaient accès aux archives secrètes de l'université. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était Julien Moreau, profileur du DCRI et partenaire fréquent dans les affaires difficiles. Camille l'avait appelé dès qu'elle avait appris la mort de Mercier, convaincue qu'elle aurait besoin de ses compétences pour démêler l'enchevêtrement psychologique entourant ses disparitions. Julien entra, secouant la pluie de sa veste et s'asseyant sur la chaise en face d'elle, sans dire un mot. Il regarda le dossier ouvert sur le bureau et fronça les sourcils. « Qu'avons-nous jusqu'à présent ?» demanda-t-il, son ton direct et sérieux. Camille lui remit une copie du rapport d'autopsie et du journal qu'elle avait trouvé dans le bureau de Mercier. Mercier suivait les traces de Louis avant sa mort. Il savait quelque chose d'assez important pour être assassiné, ou du moins forcé au silence. Julien feuilleta le journal, ses yeux se rétrécissant en lisant les notes détaillées de Mercier. Les dernières pages étaient remplies de références énigmatiques à des rencontres nocturnes et à des conversations sur les reflets, les miroirs et les expériences. « Les miroirs » murmura Julien, ses yeux froids rencontrant ceux de Camille. « Si cela est vrai, nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple disparition. » La Sorbonne était plus silencieuse que d'habitude. Normalement, les couloirs seraient remplis d'étudiants et de professeurs pressés. Mais la récente série de disparitions et la mort de Mercier avait créé une sensation de paranoïa. Sophie Lefebvre, une étudiante en psychologie en dernière année, marchait dans le hall central, observant les visages tendus et les regards méfiants autour d'elle. Depuis la disparition de Louis, elle avait l'impression que les murs mêmes de l'université cachaient des secrets dangereux. Sophie avait rencontré Louis superficiellement. Ils avaient assisté à quelques conférences ensemble et échangé quelques mots sur l'étude du comportement humain. Mais ce qui la troublait vraiment,
c'était ce qu'elle avait vu une semaine avant sa disparition. Louis semblait terrifié. Il était à la bibliothèque feuilletant un vieux livre de psychologie expérimentale quand il regarda par-dessus son épaule comme s'il était suivi. À ce moment-là, ses yeux croisèrent ceux de Sophie et il lui sourit brièvement, mais il y avait quelque chose de bizarre dans ce sourire. Un mélange de panique et de fatigue. Sophie voulait l'oublier, continuer sa propre vie, mais elle n'y arrivait pas. Elle commença à enquêter discrètement, en demandant aux autres étudiants ce que Louis avait fait les jours précédant sa disparition. Certaines personnes mentionnaient qu'il était obsédé par un groupe d'études exclusif, un cercle fermé qui se réunissait en dehors du campus. D'autres disaient qu'il avait été invité à rejoindre les Miroirs, la société secrète de l'université, mais ces informations étaient vagues et fragmentées. Elle savait que si elle continuait à creuser, elle pourrait se retrouver impliquée dans quelque chose de dangereux, mais elle ne pouvait pas ignorer ses pressentiments. Cet après-midi-là, alors qu'elle quittait l'université, elle remarqua quelqu'un qui la suivait. L'homme était quelques mètres, vêtu d'un long manteau, son chapeau cachant une partie de son visage. Sophie accéléra le pas, ses chaussures claquant sur le sol mouillé. Quand elle se retourna pour vérifier à nouveau, l'homme avait disparu. Sentant son cœur s'emballer, elle décida qu'il était temps de chercher Camille Laroche. Sophie connaissait la réputation de l'enquêtrice et croyait que si quelqu'un pouvait découvrir ce qui se passait, ce serait elle. Mais avant qu'elle puisse prendre une quelconque mesure, un message anonyme apparut sur son téléphone. Une seule phrase. « Les miroirs ne reflètent que ce que nous voulons voir. » Sophie se figea. Elle savait que ce n'était pas un simple avertissement, mais une menace voilée. Les miroirs l'observaient. Chapitre 2. Le visage caché du miroir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, soutenez notre chaîne en laissant votre like et en laissant un commentaire pour nous aider à continuer à produire des histoires. Gratitude. La pluie ne donnait aucun répit, coulant dans les rues anciennes de Paris comme un voile sur des secrets enfouis. Camille Laroche et Julien Moreau marchaient côte à côte sur le campus de la Sorbonne, leurs expressions chargées de sérieux alors qu'ils observaient l'environnement autour d'eux. Bien qu'il soit presque minuit, les lumières dans les couloirs de l'université restaient allumées, créant des ombres dansantes sur les fenêtres. Le silence était interrompu seulement par le son lointain de pas résonnant sur les dalles de pierre. « Les miroirs !» dit Julien d'une voix tranchante, froide et maîtrisée. Si c'est vrai que cette société est derrière les disparitions, nous ne sommes pas seulement confrontés à un groupe d'élite académique. Ces rumeurs de manipulation psychologique et d'expérience sont loin d'être de simples légendes urbaines. Camille acquiesça, mais ses pensées étaient déjà en avance, cartographiant ses prochaines actions. Au fond d'elle, elle savait que Julien avait raison. Chaque nouveau détail qu'il découvrait rendait l'affaire plus sombre, comme s'il descendait en spirale vers un centre dangereux. Il venait de recevoir une information confidentielle. Sophie Lefebvre, l'étudiante en psychologie qui enquêtait sur la disparition de Louis, avait tenté de contacter Camille avant de disparaître mystérieusement. Le nom de Sophie s'ajoutait à la liste croissante de personnes liées à l'enquête qui disparaissaient simplement sans laisser de traces. Ils s'arrêtèrent devant le bâtiment des sciences humaines, où Sophie avait été vue pour la dernière fois. Camille pointa l'entrée latérale, où les caméras de sécurité avaient capturé ce qui semblait être les derniers moments de la jeune femme avant qu'elle ne disparaisse complètement. « Les vidéos montrent Sophie sortant par ici », dit Camille d'un calme inquiétant. Et ensuite, plus rien. Julien regarda l'entrée avec une expression indéchiffrable. Il ressentait le poids de l'atmosphère. Il y avait quelque chose de sinistre dans ce bâtiment, quelque chose qui s'étendait au-delà des murs et des théories académiques, comme si les fondations elles-mêmes portaient une histoire sombre. Alors qu'ils enquêtaient sur la zone, Camille reçut un message sur son téléphone. Elle s'arrêta, fronçant les sourcils en ouvrant le texte. Sans expéditeur, sans signature. Faites attention à ce que le miroir révèle. Elle montra le message à Julien, qui resta impassible, mais son regard reflétait un avertissement silencieux.
Il nous observe, dit-il enfin. Et cela signifie que nous sommes plus proches que nous ne le pensions. 10 ans auparavant, au cœur du pavillon Anatole France, une construction gothique appartenant à la Sorbonne depuis le 19e siècle, un groupe de 5 étudiants se réunissait secrètement chaque nuit. La salle était imprégnée de l'odeur des vieux livres et du froid pénétrant qui émanait du sol en marbre. Au centre, le chef du groupe, Étienne Moreau, parlait à voix basse, comme si chaque mot portait un pouvoir invisible. L'esprit humain est une prison que nous, en tant que scientifiques, devons libérer, dit-il, ses yeux brillants d'ardeur. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des corps, mais dans le contrôle des pensées, des réflexes, des désirs. Si nous parvenons à cela, rien ne pourra nous arrêter. Autour de la table, les autres étudiants écoutaient attentivement, mais un doute subtil planait dans l'air. Parmi eux se trouvait Louis Dubois, encore jeune, mais doté d'un esprit vif et curieux. Il était nouveau dans le groupe, mais il se rendait déjà compte que les discussions allaient bien au-delà de ce qui était enseigné dans les cours réguliers de psychologie et de sciences cognitives. Étienne avait promis une révolution dans la façon dont l'esprit humain serait compris. Mais les expériences qu'il suggérait frôlaient les limites de l'acceptable. Et Louis commençait à remettre en question le véritable objectif de ces réunions secrètes. Ce soir-là, Étienne révéla la prochaine étape du groupe. Il sortit de son sac à dos un petit miroir ancien avec un cadre en argent travaillé. Ce miroir, dit-il en levant l'objet pour que tous puissent le voir, est bien plus qu'un simple reflet. Il représente notre prochaine phase d'étude. Ce que nous voulons découvrir, c'est ce qui se passe lorsque nous confrontons directement le subconscient. Nous sommes sur le point de franchir la barrière entre le conscient et l'occulte. Louis fixa intensément le miroir. Quelque chose dans ses paroles le dérangeait profondément, mais en même temps, il ne pouvait détourner le regard. Il y avait quelque chose de presque hypnotique dans la façon dont Étienne parlait et dans l'éclat froid de ce miroir. « Et comment comptez-vous faire cela ?» demanda Louis, essayant de garder une voix ferme. Étienne sourit, comme s'il attendait déjà cette question. « Nous allons repousser les limites de la suggestion. À travers une hypnose profonde et des stimuli visuels, nous allons introduire des commandes directement dans le subconscient. Mais pas pour effectuer des actions simples, comme lever un bras ou déplacer un objet. Nous allons implanter des réflexes émotionnels, de faux souvenirs, des sensations de peur et de désir. En essence, nous allons réécrire ce que signifie être humain. » Le silence s'abattit sur le groupe. Certains semblaient fascinés, tandis que d'autres montraient un malaise croissant. Mais tous savaient que, en entrant dans ce cercle, ils avaient accepté de participer à quelque chose de plus grand que chacun d'entre eux. Louis, cependant, ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne dangereuse. Le présent, Camille et Julien sont retournés au bureau de Camille à Montmartre, où ils ont examiné à nouveau le journal de Mercier à la lumière des nouveaux événements. Chaque page semblait apporter de nouvelles couches de mystère. Les notes de Mercier indiquaient qu'il avait découvert un lien direct entre les disparitions et les miroirs, et que le groupe menait des expériences sur les élèves les plus vulnérables, ceux qui étaient attirés par les promesses de pouvoir et de connaissance. Julien feuilletait silencieusement le journal quand quelque chose attira son attention. Une phrase que Mercier avait soulignée à plusieurs reprises. « Les miroirs reflètent l'âme, mais déforment ce que les yeux voient. » Julien s'arrêta, fixant ces mots intensément. Quelque chose le dérangeait profondément. Il avait déjà entendu quelque chose de similaire, mais il ne pouvait pas se rappeler exactement où. Il y avait un vague souvenir, un écho de son propre passé qui commençait à émerger à la surface. « Julien » appela Camille, remarquant son expression lointaine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il secoua la tête comme s'il essayait d'éloigner cette pensée. « Rien, juste un souvenir, peut-être sans importance. » Mais au fond de lui, il savait que cette phrase était plus qu'une simple coïncidence. Camille l'observa un instant avant de reporter son attention sur la carte de Paris qu'elle avait étalée sur la table. 3 points marqués. L'endroit où Louis a été vu pour la dernière fois, le lieu de la mort de Mercier, et maintenant, le point où Sophie a disparu.
Tout converge vers les miroirs, dit-elle, presque pour elle-même. Julien regarda la carte, son esprit travaillant rapidement. La vérité était là, entrelacée dans les détails. Il devait simplement rassembler les bonnes pièces avant qu'il ne soit trop tard. Et les miroirs ne leur donneraient pas une deuxième chance. Chapitre 3. À l'intérieur du labyrinthe. La nuit était déjà tombée lorsque Camille Laroche et Julien Moreau arrivèrent au pavillon Anatole France, le bâtiment qui servait de point de rencontre secret pour les miroirs. C'était une construction imposante, d'architecture gothique, ses tours et ses arcs projetant de longues ombres déformées sous la faible lumière des lampadaires environnants. Les gargouilles sculptées aux extrémités des murs semblaient surveiller silencieusement l'entrée, renforçant ainsi l'atmosphère macabre qui entourait l'endroit. Camille, toujours attentive aux détails, ressentit un frisson en regardant la structure imposante. Ce n'était pas seulement le bâtiment qui semblait menaçant, c'était ce qu'il représentait. Des secrets, des mensonges et ce qui semblait être un contrôle sombre sur ceux qui osaient s'approcher de trop près. « Ils nous attendent », murmura Julien à côté d'elle, ses yeux fixés sur l'entrée sombre. Ils avaient décidé d'enquêter personnellement sur le bâtiment, basé sur les notes laissées par Mercier. Si les miroirs se réunissaient vraiment là-bas, ce serait le point le plus sensible de l'enquête. Cependant, ils savaient tous les deux que s'ils avaient raison, ils couraient un grand risque. Tenant des lanternes, ils s'approchèrent prudemment de l'entrée latérale, le même endroit où Sophie avait été vue pour la dernière fois. Le métal de la vieille porte grinça en étant poussé, révélant un couloir étroit et humide. Le son de leurs bottes résonnait sur les murs de pierre alors qu'ils avançaient, leur sens en alerte maximale. L'air à l'intérieur était lourd, presque suffocant, comme si des décennies d'histoire et de tragédie s'accumulaient sur les murs. « Mercier a mentionné une salle souterraine », dit Camille, sa voix basse. « Le point de rencontre principal de les miroirs se trouve sous ce bâtiment. » Julien hocha silencieusement la tête, ses yeux balayant le couloir. Ils marchèrent pendant des minutes qui semblaient s'étirer, jusqu'à ce qu'au bout du couloir, une porte en bois massif apparaisse. Elle était entr'ouverte, et la faible et vacillante lumière d'une bougie pouvait être vue à l'intérieur de la pièce. Camille échangea un regard avec Julien avant d'ouvrir complètement la porte. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les surprit. La pièce était circulaire, avec un plafond voûté en pierre qui semblait faire écho au design des anciennes cryptes. Sur les murs, il y avait une série de grands miroirs ornés, positionnés de manière à refléter plusieurs angles de la pièce. Au centre, un autel en marbre vieilli, couvert de vieux livres et d'objets évoquant des rituels ésotériques. Et à côté de l'autel, quelque chose de plus perturbant. Une chaise, clairement destinée à quelqu'un participant à une sorte d'expérience. « Cet endroit », commença Julien, incapable de terminer sa phrase. Camille s'approcha lentement d'un des miroirs. Elle observa son reflet, mais quelque chose n'allait pas. Le reflet semblait déformé, une version subtilement altérée d'elle-même. Il était comme si les miroirs avaient la capacité de montrer non seulement l'extérieur, mais quelque chose de plus profond, quelque chose lié à ce que Mercier avait décrit comme la distorsion de l'âme. « C'est ici qu'il faisait ça », murmura Camille, presque avec révérence. « Ici qu'il manipulait les esprits de ses étudiants. » Julien s'approcha d'une des tables, saisissant l'un des livres poussiéreux. Il feuilleta les pages lentement, et le contenu semblait confirmer ses soupçons. Des instructions détaillées sur l'hypnose, la suggestion mentale, et, plus perturbant encore, des expériences sur la création de faux souvenirs. « C'est bien plus que de la simple manipulation », dit-il d'une voix grave. Il réécrivait les vies de ces personnes, implantant des traumatismes, contrôlant leur peur. Ce que nous voyons ici est un projet de contrôle mental à une échelle bien plus grande que ce que nous imaginions. Camille observa l'un des livres, plus anciens et usés, qui parlait de la nature du miroir en tant que symbole de pouvoir. Le miroir ne reflétait pas seulement l'extérieur, mais capturait l'essence de l'âme. Les miroirs semblaient avoir poussé cette idée à l'extrême. Alors que les deux continuaient leur enquête, Camille trouva quelque chose qui glaça son sang. Le journal de Louis Dubois. Le dernier enregistrement avant sa disparition était là, daté de 2 jours avant l'incident.
Je ne peux plus ignorer ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. Chaque fois que je regarde dans le miroir, je sens que quelque chose en moi a changé. Je ne suis plus le même. Il me change. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant de perdre complètement le contrôle sur moi-même. » Les mots de Louis étaient empreints de peur et de désespoir, et Camille pouvait sentir l'urgence dans chaque phrase. Elle regarda Julien, tenant le journal fermement. « Louis savait, dit-elle d'une voix tremblante. Il savait ce qui lui arrivait, mais c'était trop tard. » Julien acquiesça, les yeux fixés sur le miroir devant lui. « Cela signifie que Sophie a probablement découvert la même chose, dit-il. Et c'est pour cela qu'elle a disparu. » Le silence dans la pièce devint oppressant. Camille et Julien savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Les miroirs n'étaient pas seulement une société d'étudiants curieux ou d'universitaires ambitieux. C'était une force sombre qui contrôlait les esprits et les vies des gens, les changeant de manière irréversible. Alors qu'ils se préparaient à partir, quelque chose d'inattendu se produisit. Le miroir sur le mur opposé commença à vibrer légèrement, comme s'il réagissait à leur présence. Camille se retourna rapidement, et pendant un bref instant, elle ne vit pas son propre reflet, mais celui d'une autre personne. Une femme, pâle et au regard vide, se tenait à sa place. Julien le remarqua également et s'approcha du miroir. Son reflet le fixait directement, une version déformée de lui-même, plus sombre, plus menaçante. C'était comme si le miroir révélait une partie cachée de leur personnalité, une partie qu'ils ne voulaient pas affronter. « Nous devons partir maintenant », déclara Julien brusquement, sa voix empreinte de tension. Camille acquiesça. Il savait qu'ils étaient entrés en territoire dangereux et que quelque chose dans cette pièce jouait avec leurs esprits. Le miroir n'était pas seulement un symbole, il était un outil, un catalyseur pour quelque chose de plus profond et perturbant. Le passé. 3 mois avant la disparition de Louis. Louis était au même endroit, dans cette même pièce, entouré de miroirs et des autres membres de Les Miroirs. Son mentor, Étienne Moreau, parlait calmement de la prochaine expérience. Il y avait une lueur intense dans les yeux d'Étienne, un mélange d'excitation et quelque chose de plus, quelque chose de sombre. Aujourd'hui, mais nous allons repousser la dernière limite, dit Étienne. Le miroir va nous montrer ce que nous sommes vraiment. Mais souvenez-vous, le reflet ne révèle que ce que vous êtes prêt à voir. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas s'éloigner. La fascination pour l'inconnu le retenait là, comme s'il était pris dans une toile invisible. Lorsque son tour vint de s'asseoir devant le miroir, Louis sentit le poids des regards de tous sur lui. Le miroir devant lui commença à briller doucement, et puis lentement, son reflet commença à changer. Ce qu'il vit l'effraya. Une version de lui-même, mais déformée, comme si sa propre peur et son insécurité prenaient forme physique. Il essaya de détourner le regard, mais n'y parvint pas. Le miroir l'attirait, comme s'il aspirait son essence. Et puis, tout devint sombre. Dans le présent, Camille et Julien quittèrent rapidement le bâtiment, mais quelque chose avait changé. Ils savaient que le mystère était bien plus profond que ce qu'ils avaient imaginé. Les miroirs n'étaient pas seulement une société secrète. C'était une machine de manipulation mentale et psychologique, et ils commençaient tout juste à découvrir jusqu'où s'étendait ce réseau de contrôle. L'affaire était devenue personnelle, et la frontière entre le réel et l'illusion commençait à se dissoudre. Chapitre 4. Le jeu des reflets. Les couloirs de la Sorbonne n'avaient jamais paru aussi vides que cette nuit-là. Camille et Julien, après la découverte troublante dans le pavillon Anatole France, étaient prêts pour la prochaine étape. Confronter directement Étienne Moreau, le seul membre connu des Miroirs qui était encore en vie et actif à l'université. Ils avaient réussi à localiser Moreau dans un bâtiment plus éloigné du campus, un endroit rarement utilisé par les professeurs et les chercheurs. C'était discret, ce qui avait du sens pour quelqu'un qui voulait cacher des activités illicites. Cependant, il y avait un problème plus important. Moreau savait qu'il s'approchait. « Il sera prêt pour nous », commenta Julien, alors qu'ils marchaient, les mains enfoncées dans leurs manteaux, restant vigilants. Camille acquiesça, ses pensées fixées sur les révélations troublantes du journal de Louis et sur les miroirs.
Elle savait que les prochains moments pourraient être cruciaux pour résoudre tout le mystère entourant les disparitions. Mais elle savait aussi qu'il jouait contre la montre. Sophie Lefebvre était toujours portée disparue, et chaque minute qui passait pouvait être fatale pour elle. Enfin, ils arrivèrent au bâtiment. Les lumières étaient éteintes, mais la porte d'entrée n'était pas verrouillée, comme s'ils étaient attendus. Ils entrèrent lentement, le son de leurs pas résonnant sur les murs. Il y avait un silence mortel dans l'air, comme si le bâtiment lui-même était suspendu dans le temps. « Nous devons être rapides, » dit Camille. « Nous ne savons pas ce qu'il a préparé. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au dernier étage, où Mercier avait mentionné dans ses notes que Moreau menait ses expériences les plus obscures. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte donnant sur la salle principale, ils s'arrêtèrent tous les deux. Il y avait une légère vibration dans l'air, quelque chose de presque imperceptible, mais que Camille, avec sa sensibilité aux détails, remarqua. « Il utilise les miroirs ici », chuchota-t-elle. Julien hocha silencieusement la tête et poussa la porte. Ce qu'ils virent de l'autre côté était quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. La salle était remplie de miroirs, grands, petits, de toutes les formes, stratégiquement positionnés autour d'un autel au centre de la pièce. Autour de l'autel, il y avait des symboles dessinés sur le sol, formant un motif que Camille reconnut de ses recherches. Un symbole de contrôle mental et de manipulation psychologique. Et, au centre, assis calmement, se trouvait Étienne Moreau. Il semblait tranquille, comme s'il savait déjà exactement comment tout allait se terminer. « Camille, Julia, » dit-il avec un sourire serein. « Vous êtes enfin arrivés. » Les deux enquêteurs s'approchèrent prudemment, mais Moreau ne semblait pas menaçant. Au contraire, il était détendu, comme s'il était l'hôte d'un dîner décontracté. « Je sais que vous avez des questions, » continua Moreau, « et je peux y répondre toutes. Après tout, nous sommes si proches de la vérité. » Camille garda une voix ferme. « Où est Sophie? Qu'avez-vous fait d'elle ?» Moreau inclina légèrement la tête, les yeux brillants d'un calme dangereux. « Sophie? Elle a été une pièce maîtresse dans notre expérience la plus ambitieuse. Vous le savez maintenant, n'est-ce pas? Le miroir révèle plus que le reflet. Il révèle ce qui est à l'intérieur. Sophie a été choisie parce que son esprit était particulièrement réceptif. Elle est déjà trop loin pour être ramenée. » Camille ressentit une vague de colère. Mais c'est Julien qui parla en premier. « Vous jouez avec des vies, manipulant les esprits des gens comme s'ils étaient des marionnettes. Ce n'est pas de la science, c'est de la torture. » Moreau sourit à nouveau, mais cette fois avec une pointe de condescendance. « Torture, science, tout dépend de la perspective, n'est-ce pas? Nous, les miroirs, essayons de percer les secrets les plus profonds de l'esprit humain. Qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qui nous définit? Le miroir ne déforme pas, il révèle. Il nous montre qui nous sommes vraiment, sans les masques sociaux. C'est un pouvoir que peu comprennent. » Camille fit un pas de plus, la tension augmentant à chaque mot de Moreau. « Et que cherchez-vous à accomplir? Un contrôle absolu sur les gens. » Moreau se leva lentement, sa posture tranquille, comme s'il avait tout le temps du monde. « Le contrôle n'est pas l'objectif final. L'objectif est la compréhension. Louis, Sophie, tous les autres, il n'était que le début. Mais maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez sortir par cette porte et oublier ce que vous avez vu, ou vous pouvez rester et voir ce qui se cache derrière les miroirs. Je vous offre la vérité. » Julien et Camille se regardèrent. Il y avait un poids dans la pièce, un dilemme. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement partir et laisser Moreau continuer ses expériences, mais ils savaient aussi qu'ils entraient dans un territoire dangereux. « Nous restons, » dit Camille enfin, sa voix ferme. « Mais nous voulons des réponses. Toutes les réponses. » Moreau acquiesça, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il pointa ensuite vers le plus grand miroir au centre de la pièce, un objet immense qui dominait la scène. « Tout commence ici, » dit-il. « Tout ce que vous devez savoir se trouve de l'autre côté de ce miroir. Êtes-vous prêt à voir ?» Camille fit un pas en avant, fixant son propre reflet. Elle savait que la vérité pouvait être perturbante, mais ils étaient allés trop loin pour reculer maintenant. Le miroir semblait pulser légèrement, comme s'il était vivant. L'image de Camille dans le reflet commença à se déformer,
changeant subtilement jusqu'à ce qu'une version plus jeune d'elle-même apparaisse. Une Camille d'il y a des années, encore pleine d'incertitudes et de doutes. Elle vit sa vie défiler devant ses yeux, mais pas comme de simples souvenirs, mais comme des fragments manipulés, comme si des parties de son histoire avaient été modifiées. Julien, à ses côtés, regardait également fixement le miroir, son reflet commençant à se déformer de manière similaire. Moreau les observait en silence, comme s'il attendait que tous deux réalisent quelque chose de crucial. « Vous voyez maintenant ?» murmura Moreau. « Le miroir ne ment pas. Il montre qui nous sommes et qui nous aurions pu être. » Camille sentit une oppression dans sa poitrine, son esprit tourbillonnant autour des images que le miroir lui montrait. Serait-il possible que des parties de sa propre mémoire aient été manipulées? Que savait vraiment Moreau à leur sujet et comment pouvait-il avoir un tel pouvoir? Les réponses semblaient si proches et pourtant si inaccessibles. Passé, 1 mois avant la disparition de Louis. Louis regardait fixement le miroir, son cœur battant. Il savait qu'il y avait quelque chose de mal avec les expériences, mais il était trop tard pour s'échapper. Les miroirs l'avaient enveloppé dans une toile complexe de contrôle, et maintenant il perdait le sens de qui il était vraiment. Chaque fois qu'il regardait dans le miroir, il voyait plus que son reflet. Il voyait ses propres peurs et insécurités amplifiées, déformées. Et à chaque séance, il sentait que des parties de sa mémoire étaient réécrites, comme s'il devenait une autre personne. Lors de cette dernière séance, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. De retour au présent, Camille et Julien étaient toujours devant le miroir. Ils savaient que la vérité finale était sur le point d'être révélée, mais ce qu'ils découvriraient pourrait tout changer. L'air dans la pièce semblait devenir de plus en plus lourd à chaque seconde. Camille et Julien restaient figés devant le miroir central, leurs esprits tirés par des souvenirs qui ne semblaient plus tout à fait réels. C'était comme si des parties de leur vie étaient réécrites devant leurs yeux, les fragments de leur identité se brisant et se réorganisant, formant une image plus sombre, plus ambiguë. Étienne Moreau, les observant de loin, semblait un chef d'orchestre contrôlant chaque note de la symphonie du chaos qu'il avait créée. Tout cela, commença Moreau, sa voix calme coupant le silence pesant, a commencé par la quête de compréhension. L'esprit humain est un univers inexploré et vous avez peur de ce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour ceux qui osent, le miroir offre des réponses. Camille sentit ses mains trembler. Elle avait vécu toute sa vie en croyant en une séquence cohérente d'événements, en qui elle était, en ce qu'elle avait fait et en ce qu'elle n'avait pas fait. Mais maintenant, devant ce miroir, ses certitudes commençaient à se dissoudre. Elle voyait des versions d'elle-même à différentes étapes de sa vie, comme si quelqu'un avait déplacé les fils du destin, modifié des moments décisifs et échangé le passé contre une illusion. « Julien », murmura-t-elle, regardant le reflet de son partenaire. « Tu vois ça aussi ?» Julien était pâle, son expression complètement figée. Il ne voyait pas seulement des souvenirs déformés, il voyait une autre version de lui-même, une version qu'il ne reconnaissait guère. Ce que le miroir montrait, c'était lui, mais c'était aussi quelqu'un de très différent, une ombre de ce qu'il aurait pu être. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « C'est une sorte de tour de passe-passe. » Moreau secoua la tête, presque dans un geste de regret. « Aucun tour de passe-passe. Le miroir reflète des vérités que vous n'avez jamais perçues. Il révèle qui vous êtes vraiment ou qui vous auriez pu être. Ce n'est pas facile à affronter, je le sais. » Camille fit un pas en arrière, essayant de s'éloigner du miroir, mais l'attraction psychologique était toujours là, comme si l'image réfléchie avait le pouvoir de retenir son esprit. « Nous n'aurions jamais pu être ces personnes, dit-elle, essayant de se convaincre. Ça ne peut pas être réel. » Moreau fit un pas en avant, son regard pénétrant fixé sur Camille. « Vous ne comprenez pas? Le miroir révèle autant que vous êtes prêt à voir. Tout ce que vous avez déjà été et tout ce que vous auriez pu être est connecté. Vous et les autres, Louis, Sophie, tous ceux qui sont venus avant, faites partie de quelque chose de plus grand. Les miroirs ne sont pas seulement une société secrète, c'est une expérience, et vous en faites maintenant partie. » Les paroles de Moreau résonnèrent dans l'esprit de Camille.
elle comprit, avec une clarté glaciale, qu'ils avaient été attirés dans ce cercle non seulement en tant qu'enquêteurs, mais en tant que participants. Moreau les avait guidés jusqu'ici, nourrissant leurs soupçons, manipulant leurs découvertes. Ils étaient les nouveaux sujets des miroirs, et maintenant ils étaient pris dans le même cycle qui avait capturé Louis et Sophie. « Ça suffit !» cria Julien, rompant le silence. Il se tourna vers Moreau, avançant quelques pas, furieux. « Nous ne sommes pas des cobayes. »« Où est Sophie ? Où sont les autres ? Qu'avez-vous fait d'eux ?» Moreau resta immobile, son sourire énigmatique toujours présent. « Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Sophie ?» Il rit légèrement. « Elle, tout comme Louis et les autres, a été consumée par le miroir. Elle n'a pas disparu. Elle s'est transformée. »« Transformée ?» répéta Camille, sa voix tremblante. Moreau se dirigea vers l'un des petits miroirs et le tourna vers eux. Dans le reflet, ils virent une figure indistincte, une ombre qui les observait de l'intérieur du verre. Ce n'était pas exactement humain, mais ce n'était pas non plus complètement une illusion. La forme semblait flotter entre le réel et l'irréel, comme un écho d'une personne qui a déjà existé. « Sophie fait maintenant partie du miroir », expliqua Moreau, sa voix presque révérencieuse. Elle est un reflet vivant entre les mondes, comme Louis avant elle, et comme vous le serez si vous n'acceptez pas la vérité. Camille sentit la panique monter dans sa poitrine. Il luttait contre quelque chose qu'il ne comprenait pas, une force qui transcendait le physique. Le miroir était un portail, une fenêtre vers une autre réalité, une réalité dans laquelle il pourrait se perdre à jamais. « Nous ne deviendrons rien de tout ça, » dit-elle d'une voix ferme, essayant de trouver un dernier fragment de contrôle. « Nous allons arrêter ça. Nous allons mettre fin à les miroirs. » Moreau soupira, comme s'il entendait quelque chose de prévisible mais sans importance. « Vous pensez pouvoir lutter contre ça ? Vous pensez pouvoir arrêter le miroir ?» Il regarda profondément dans les yeux de Camille, son expression devenant presque paternelle. « Il n'y a pas d'échappatoire au reflet, Camille. Il fait partie de vous. Il l'a toujours été. » Julien saisit le bras de Camille, la tirant vers la porte. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant. » Mais dès qu'ils firent le premier pas vers la sortie, tous les miroirs de la pièce commencèrent à vibrer violemment. Le son du verre tremblant emplit l'air, et les images réfléchies commencèrent à se multiplier, montrant de multiples versions de Camille et Julien, chacune plus déformée et méconnaissable que la précédente. Moreau resta immobile au centre de la pièce, imperturbable, observant le chaos qu'il avait provoqué. « Vous ne pouvez pas vous échapper » dit-il doucement, ses paroles presque couvertes par le bruit croissant. « Vous faites déjà partie du miroir. » Camille et Julien se précipitèrent vers la porte, mais le son assourdissant du verre se brisant derrière eux, les fit s'arrêter brusquement. Le miroir central le plus grand de tous s'était brisé, et de l'autre côté, il n'y avait rien. Juste un vide impénétrable. Moreau commença à rire, un rire bas et perturbant, pendant que Camille et Julien regardaient le gouffre de l'autre côté du miroir brisé. « Bienvenue dans le véritable reflet », murmura Moreau, sa voix résonnant dans leurs oreilles. Camille jeta un dernier regard au vide devant elle. Elle savait qu'ils étaient au bord de quelque chose au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mais elle savait aussi que, d'une manière ou d'une autre, ils devaient affronter ce qui se trouvait au-delà du miroir. Julien la tira avec force. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons trouver un autre moyen de l'arrêter. » Ils coururent hors du bâtiment, le son des rires et des verres brisés résonnant encore dans leurs esprits. Mais maintenant, même loin des miroirs, la sensation que quelque chose changeait en eux était inévitable. Ils avaient regardé dans le miroir et vu ce qu'ils ne devraient pas. Et cela avait laissé sa marque. La bataille était loin d'être terminée. Quoique les miroirs aient créé, cela était encore actif. Et eux, Camille et Julien, savaient qu'ils ne pouvaient plus se fier à leur propre reflet. Chapitre 5 – La vérité derrière le miroir. Le froid de l'extérieur enveloppait Camille et Julien alors qu'ils couraient dans les rues désertes de la Sorbonne. Le silence de la nuit contrastait avec le chaos qu'ils venaient de laisser derrière eux. Mais même loin de Moreau et des miroirs, quelque chose était différent. La sensation d'être observé persistait. Chaque ombre semblait avoir un reflet,
comme si les rues de Paris elles-mêmes s'étaient transformées en un immense labyrinthe de miroirs. Le miroir les avait marqués, et Camille le ressentait de plus en plus intensément. Elle savait que d'une manière ou d'une autre, la frontière entre la réalité et le reflet se brisait. « Nous avons besoin d'un plan, » dit Julien, essoufflé. « Nous ne pouvons pas le affronter de nouveau à cet endroit, mais nous ne pouvons pas non plus fuir éternellement. » Camille s'arrêta et fixa son reflet dans une vitrine à proximité. Le verre du magasin ne semblait pas déformé, mais maintenant, elle se rendait compte que le reflet n'était pas simplement passif. Elle voyait quelque chose de différent, un écho de toutes les versions d'elle-même que les miroirs avaient montrées. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Julien, il a dit que le miroir révèle qui nous sommes, n'est-ce pas? Et que nous en faisons maintenant partie. » Julien hocha la tête, essayant toujours de reprendre son souffle. « C'est peut-être ça, » dit lentement Camille. « Peut-être que la seule façon d'arrêter Moreau et les miroirs est de les affronter à l'intérieur du miroir. » Julien fronça les sourcils, clairement méfiant vis-à-vis de cette idée. « Que veut dire cela? Si nous entrons dans le miroir, je ne sais pas si nous reviendrons. Nous ne pouvons pas lui faire confiance, Camille. » Elle prit une profonde inspiration. Elle risquait tout avec cette théorie, mais elle savait que si elle restait à l'extérieur, elle continuerait d'être des pions dans le jeu de Moreau. Il veut que nous ayons peur de nous-mêmes. Il veut que nous pensions que le miroir est un reflet déformé de la vérité. Mais si nous savons contrôler le reflet, peut-être pouvons-nous le contrôler. Louis et Sophie ont perdu parce qu'ils n'ont jamais compris cela. Mais nous savons. Entrons, mais pas selon les termes de Moreau. Julien hésita. C'était de la folie, et il le savait. Mais au fond de lui, il savait que Camille avait raison. Il n'avait plus le choix. Il regarda son reflet dans la vitrine, son propre visage le regardant en retour, immuable, mais avec un regard qui semblait vouloir révéler quelque chose de plus profond. « D'accord, » dit-il en prenant une profonde inspiration. « Faisons-le. » Ils retournèrent dans le bâtiment où Moreau les attendait. L'endroit est étrangement calme, comme s'il savait qu'il reviendrait. Le miroir brisé au centre de la pièce, presque obscur maintenant, semblait pulser comme une blessure ouverte dans la réalité. Moreau les attendait, ses yeux fixés sur le miroir, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. « Vous êtes revenus, » dit-il doucement. « Je savais que le miroir vous ramènerait. Il ramène toujours. » Camille avança, sa voix ferme et sans hésitation. « Nous savons ce que vous essayez de faire, mais nous ne suivrons plus vos règles, Moreau. » Moreau leva un sourcil, surpris. « Ah, donc vous pensez pouvoir contrôler le reflet? Vous pensez pouvoir utiliser le miroir contre moi ?» Sa voix avait un ton moqueur, mais il y avait quelque chose d'autre. Il était curieux. Camille fit un pas en avant, se positionnant devant le grand miroir brisé. Elle regarda profondément les fragments de verre, sentant que ses souvenirs, ses émotions et tout son être étaient au bord d'une transformation. « Le miroir ne nous contrôlera pas, Moreau, » dit-elle avec conviction. « Nous le contrôlerons. » Julien s'approcha de Camille, prêt à affronter ce qui allait suivre. Moreau observait en silence, ses yeux perçants, comme s'il calculait le résultat. « Si c'est ce que vous souhaitez, dit-il enfin, alors regardez. Voyez ce qui se trouve au-delà du reflet. Bienvenue de l'autre côté. » Soudain, le miroir, même brisé, brilla d'une lumière intense, une lumière qui ne semblait pas naturelle. Les fissures s'élargirent, et le monde autour d'eux sembla se déformer. Camille et Julien sentirent leur corps être aspirés, comme s'ils étaient attirés à l'intérieur de la réalité même reflétée. Et puis, tout devint noir. Dans le miroir, le côté obscur. Quand Camille ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit qui lui semblait familier, mais étrange. Les rues de Paris étaient là, mais elles semblaient inversées, comme si quelqu'un avait recréé le monde à partir d'un souvenir fragmenté. C'était le reflet du monde réel, mais déformé de manière subtile et perturbante. Julien était à ses côtés, confus mais tout aussi attentif. C'était le territoire de Moreau, le monde qu'il avait créé à l'intérieur des miroirs. « Nous sommes à l'intérieur du miroir » murmura Julien. Camille acquiesça, ressentant la pression psychologique de l'endroit. Il a dit que le miroir révèle la vérité. Je pense que nous voyons la vérité de ce que les miroirs sont vraiment.
Alors qu'ils avançaient, des silhouettes lointaines commencèrent à apparaître dans les rues. C'étaient des échos, des ombres de personnes qui avaient été consumées par le miroir. Camille reconnut certains visages. Louis, Sophie, d'autres qui avaient disparu au fil des ans. Ils n'étaient plus tout à fait humains, mais des versions déformées d'eux-mêmes. Finalement, au centre de cette réalité déformée, ils trouvèrent Moreau, les attendant devant un miroir plus grand et plus imposant, qui reflétait tout autour d'eux. Il les observait avec un regard triomphant. « Vous êtes arrivés jusqu'ici, mais c'est la fin, dit-il. Il n'y a aucun moyen d'échapper au miroir. » Camille regarda Julien, puis de nouveau Moreau. « Peut-être que tu as raison, dit-elle calmement. Il n'y a aucun moyen d'échapper, mais nous ne nous perdrons pas ici non plus. » Elle s'approcha du miroir central et, de toutes ses forces, frappa le verre, qui se brisa avec un bruit assourdissant. Dans le reflet brisé, le monde autour commença à s'effondrer. Moreau hurla, sa forme commençant à se déformer comme une ombre aspirée à l'intérieur du miroir. « Vous ne comprenez pas? Le reflet est tout? Vous ne pouvez pas détruire le miroir. » Mais il était trop tard. Les fissures dans le miroir se propagèrent et Moreau fut englouti par elles, ainsi que toute la réalité déformée. De retour dans le monde réel. Quand Camille et Julien rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent dans la salle du bâtiment de la Sorbonne. Le miroir s'était complètement brisé, tombant en morceaux sur le sol. Moreau avait disparu et le silence régnait désormais en maître. Julien regarda Camille, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. « Nous l'avons fait? Nous l'avons vraiment fait. » Camille prit une profonde inspiration, sentant enfin le soulagement l'envahir. Les miroirs avaient été détruits. Le cycle de manipulation et de contrôle mental à travers les miroirs avait été brisé. Mais en regardant les morceaux de verre sur le sol, elle savait que certaines choses ne disparaîtraient jamais complètement. Le reflet était toujours là, attendant. « Oui, nous l'avons fait, » dit-elle d'une voix douce, mais chargée de poids. Mais le miroir ne disparaît jamais vraiment. Julien acquiesça lentement, comprenant ce qu'elle voulait dire. Ils avaient gagné, mais ils savaient que le reflet, d'une manière ou d'une autre, les suivrait toujours. Le miroir révélait tout.